Je vais être très court puisque pour le coup, on démarre avec un petit peu de retard. Donc effectivement, Marc présentait Dosha Consulting comme une société spécialisée sur le conseil auprès des acteurs de la santé, de la protection sociale et de l'assurance. Et on intervient effectivement sur des problématiques d'innovation numérique, d'innovation digitale, mais aussi sur l'évolution des systèmes d'information des clients, je dirais, grands comptes d'assurance, de mutuelles. Euh, on a effectivement quelques belles références sur le secteur, si tu peux voilà, tourner un petit peu. Et on est effectivement un acteur impliqué dans la e-santé avec quelques publications qui ont été faites en 2017 sur management et puis aussi des publications internes sur lesquelles on publie régulièrement. Et le dernier sur notre site est sur l'impact du règlement européen de protection des données personnelles dans le secteur de la santé et notamment dans le secteur de l'assurance. Et pour un petit point d'actualité, vous n'avez pas manqué ou vous avez dû voir que la CNIL avait mis en demeure l'assurance maladie, la CNAMTS, de renforcer la sécurité de ces données, la protection des données de son répertoire des remboursements d'assurance maladie, le SNIRAM. Et en fait, c'est une problématique qui va probablement se poser auprès des compagnies d'assurance et des mutuelles santé. Alors ce soir, on n'aura pas le temps d'évoquer toutes les problématiques. Il y a déjà eu des conférences sur le big data et la blockchain, animées par Marc et Jean Fournier. Donc effectivement, on ne va pas revenir sur ces thématiques-là. Par contre, ce soir, l'idée, c'est de pouvoir échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à poser vos questions aux différents intervenants de qualité qu'on a la chance d'avoir ce soir. Et en fait, je vous ferai une petite rétrospective où en fait, j'ai assisté la semaine dernière à une conférence du Syntec numérique sur le grand débat de la santé. Et intervenu en introduction le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi. Et sur la protection des données personnelles, la santé est un enjeu majeur à venir du secteur qui se pose à la fois pour les producteurs de l'information, que sont les médecins, les hôpitaux, mais aussi les complémentaires santé qui ont toutes les données de remboursement de soins et qui, du coup, deviennent des informations qui permettent par recoupement d'avoir connaissance de l'état de santé d'une personne. Et donc, effectivement, les problématiques d'innovation en santé avec des startups qui peuvent développer des solutions sans forcément faire bien attention à la réglementation liée soit à la protection des données personnelles à travers l'hébergement des données de santé, soit via je dirais des développements technologiques un peu à l'encontre des obligations réglementaires des compagnies d'assurance et des mutuelles qui sont contrôlées par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR, avec un certain nombre de contraintes liées à la protection des données et à la sécurisation de ces données. Donc, aujourd'hui, les grands groupes, que ce soit sur le secteur de l'assurance ou dans d'autres secteurs d'activité, investissent dans des startups, externalisent finalement leur R&D et aujourd'hui se pose dans ces grands groupes parfois la réintégration dans les gros systèmes ou dans leur métier en lien avec leur direction informatique et je dirais leurs obligations et leurs contraintes à la fois technologiques et réglementaires. Ce matin, j'étais effectivement en rendez-vous avec un directeur des études d'une grande institution de prévoyance et qui me disait, en fait, sur l'innovation digitale, on vient de créer une IT Factory à Gare de Lyon, donc un laboratoire IT pour essayer de professionnaliser le développement des startups en mettant en place un encadrement et en apportant les technologies que maîtrisent les grands assureurs. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour l'introduction et je vais laisser la parole à Guillaume Marchand sur l'état des lieux et un petit peu le positionnement de la French et Health Tech en France. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, en effet, je ne vais pas vous parler d'un produit en particulier, mais essayer de prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce qui est l'offre actuellement. Franci Health Tech, oui, alors Franci Health Tech, du coup, c'est prononçable, est une association qui a aujourd'hui 2 ans et demi, qui est une association à but non lucratif et qui vise à fédérer l'ensemble des startups du monde de la e-santé. Donc on est aujourd'hui à peu près 140, un chiffre qui est, j'ai envie de dire, fixe
par rapport à nos 2 ans et demi d'évolution, parce que vous le savez, les startups meurent comme elles naissent. Et puis une trentaine de membres partenaires dans lesquels on peut retrouver des mutuelles, EOVI, ProBTP, CNP par exemple sont partenaires. On retrouve aussi des laboratoires pharmaceutiques qui déjà nous soutiennent financièrement, parce que ça nous permet d'exister, c'est important. Nous accueillent aussi pour des journées de débat et de rencontres, et puis surtout permettent à leurs équipes d'aller à la rencontre de l'innovation pour probablement rehausser ce niveau de culture digitale. J'ai fait qu'une seule slide, ça m'obligeait à faire très court, mais du coup, désolé, il n'y a rien dessus, mais on peut en parler très, très longuement après. On est 140, j'aime bien rappeler qu'on est qu'à 40% parisiens, ce n'est pas encore une asso de Parisiens pour les Parisiens, la moitié des gens sont en province, on a même, je crois, on a des gens à Mayotte, on a des gens en Corse, on a même des startups en Guyane, et c'était important de fédérer tout ça. On est membre du réseau HealthTech depuis 1 an, comme le sont par exemple Medicine, Cap Digital et Medical, plein d'autres réseaux en France. On n'a pas vocation à faire du conseil, je le dis parce qu'on nous pose souvent la question, est-ce que vous pouvez m'aider dans mon CIR? Non, on n'est pas le Syntec, on ne fait pas ça, mais on est là pour, on va dire, un petit peu peser dans les débats publics, dans les débats politiques surtout, parce qu'en face de nous, on a par exemple de l'industrie du médicament, le LEM, on a l'industrie du dispositif médical, on n'est pas contre eux, mais on trouvait qu'on était finalement assez peu écouté dès qu'on parlait de réglementation, d'ouverture de data, d'hôpital numérique, etc. Donc voilà, un peu l'union fait la force. Pourquoi on a créé Francie HealthTech et finalement pourquoi je la préside? Parce qu'à la base, je suis psychiatre. J'aimais bien faire plein de choses. Par exemple, pendant 1 an, j'ai arrêté la psychiatrie pour, c'était horrible, numériser le CHU de Rouen. C'est-à-dire, vous savez, vous avez les chariots avec le papier. Puis, je sais pas, vous êtes en maladie infectieuse, on vient vous voir, etc. Puis avec les pavés. Et puis du jour au lendemain, on vissait des écrans 27 pouces tous les 5 mètres. On donnait des cartes CPS, donc c'est comme des cartes bleues, mais qui vous permettent d'authentifier quand vous êtes professionnel de santé. Et il fallait faire 28 clics pour ajouter un Doliprane, alors qu'il suffisait de mettre un +1 avant dans le dossier papier de l'infirmière, etc. Non mais on en parle. Non, bah, puis alors, un hôpital, c'est pas un logiciel, hein. Vous avez un Mac, vous mettez 3-4 trucs, ça marche, tout est interopérable. Non, c'est 450 logiciels et il faut voilà. Mais c'est pas, je dis pas ça pour vous dire que l'industrie du médicament, du logiciel hospitalier est mauvaise, loin de là. Mais c'est un peu la discussion qu'on avait en vous attendant. C'est que le numérique partout a eu ses écueils. Mais là où probablement vous étiez très patient au tout début du e-commerce parce que le site plantait, parce que c'était moche comme c'est pas permis et que finalement c'était pas grave parce que ces baskets vous les vouliez, donc vous alliez attendre 8 minutes sur un site, etc. Nous, on est sous une contrainte très très forte. Et quand vous faites de la psychiatrie et que votre PC redémarre, vous êtes obligé de rebooter pour mettre un Loxapack de plus parce que vous êtes en garde à 4 heures du matin, c'est très compliqué. Et parce qu'on m'a demandé du coup de parler des problématiques. Alors, j'étais psychiatre, j'ai commencé à voir l'émergence du numérique en santé. Alors, au début, c'était vous savez, tout ce qu'on a appelé les wearables, les bracelets connectés, marché de 10 000 pas, les balances connectées. Et je trouvais que les allégations, je sais que Manuel Géa en parlera après, mais le marketing, c'est probablement un peu la maladie de la e-santé en ce moment. Et donc, je trouvais que les balances connectées avec acheter une balance, préserver votre cœur, avaient des allégations un petit peu fortes par rapport aux fonctionnalités qui étaient embarquées. Et on a commencé à les évaluer. Donc, puis la psychiatrie, ça s'y prête bien. On voit les patients tous les 3 mois. Donc, il y a des forts facteurs de risque cardiovasculaire. Un bracelet connecté, ça coûte pas cher, etc. Donc, on a commencé à faire ça avec nos collègues. Et donc, du coup, on a commencé à évaluer tout le monde. Au début, on n'était même pas une boîte. Il y a des gens qui nous aimaient moins que d'autres, du coup. Et puis un jour, il y a un industriel qui m'a dit, mais combien ça coûte? Et puis, du coup, on est devenu une boîte. Du coup, on s'appelle DMD Santé. Et notre but, c'est de recenser l'ensemble des solutions. Et on le fait à travers des plateformes algorithmiques où on a cherché à numériser une partie de notre métier, qui était de faire de l'audit juridique. Est-ce que vous êtes conforme? Est-ce que vous avez la bonne police d'assurance? Est-ce que vous traitez bien les données? De l'audit réglementaire. Est-ce que vous êtes un dispositif médical qui s'ignore ou qui n'a pas choisi de l'être? Est-ce que d'un point de vue sécurité numérique, vous êtes bon, etc. Et on a fait notre propre, on va dire, révolution digitale. On a rendu tout ça algorithmique sur une plateforme. Et donc, à force d'évaluer plein de gens, on commençait à rencontrer de plus en plus d'acteurs. Et puis, un petit tropisme politique m'a amené à penser qu'il fallait
qu'on se fédère. Voilà, pour l'historique et pour qui on est. En deux mots, parce qu'on m'a demandé de parler des problématiques. Il n'y a pas une problématique, je pense, aujourd'hui dans la health tech. C'est de la même façon qu'il n'y a pas l'objet connecté qui va faire de la prévention pour tout le monde, il n'y a pas la problématique reine. Je pense que quand vous commencez, il y a une vraie problématique en France qui n'est pas celle du cash. Beaucoup de gens nous disent oui, vous avez du mal à lever des fonds, etc. C'est pas tout à fait vrai. Honnêtement, si vous avez des bonnes idées, de l'argent, vous en trouvez. Les fonds d'investissement débordent d'argent. Le problème, c'est quand vous faites votre business plan, c'est qui va payer pour votre outil. Et on a des problèmes aujourd'hui de modèle de financement. Mais donc, initialement, ce n'est pas forcément le cash. C'était une époque, l'équipe. Il y avait beaucoup de... Si on m'avait donné 1 euro à chaque fois qu'un mec d'HEC m'a présenté l'application qui allait sauver tous les diabétiques, je pense que j'aurais un hôtel particulier. J'ai rien contre les HEC, hein, j'ai à le dire. Mais il y avait un problème de complémentarité dans les équipes. C'est-à-dire il y avait beaucoup de projections fantasmagoriques sur ce que pouvait être la pathologie, son vécu, sur ce que les gens étaient prêts à payer, etc. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Et d'ailleurs, par exemple, dans France Health Tech, 40% des startups ont au moins un professionnel de santé dans l'équipe fondatrice ou assimilée fondatrice, c'est-à-dire dans les 6-8 premiers salariés. C'est peut-être un problème de visibilité aussi, parce que vous avez beaucoup de copycats. Aujourd'hui, si vous voulez numériser la sortie de l'hôpital, vous pouvez probablement, rien qu'en France, faire appel à 15 sociétés. Si vous allez sur les pays limitrophes ou les sociétés un peu internationales, vous allez quasiment trouver 60. Laquelle je prends quand j'ai 60 PowerPoint qui me racontent la même chose. Je ne vais pas faire 60 POC. Voilà. Ça, c'est des problématiques initiales. La deuxième problématique de développement, et je pense que la vraie problématique et qui est l'objectif de ce soir, c'est celle de la culture. Comment vous pouvez vendre un outil, je vais rester dans la numérisation post-opératoire. Imaginons que je vous fais une arthroscopie du genou, vous allez ressortir rapidement et je peux vous envoyer des textos, savoir s'il est gros, s'il est rouge, si vous arrivez à marcher, etc. Ça peut décharger l'hôpital et rationaliser les soins. Comment vendre quand vous avez en face de vous des hôpitaux, des agences régionales de santé qui n'ont pas de culture numérique? Comment vous pouvez proposer à des mutuelles de devenir acteurs du parcours de soins quand ils n'ont pas non plus de culture numérique? Non, mais regardez, il y a 1 an, je n'avais pas de lunettes. J'ai dû acheter des lunettes. Bon, je suis chez Gann. J'ai envoyé ma facture de lunettes, alors je crois à Lille. Elle est revenue en papier parce qu'on m'a dit qu'il fallait l'envoyer en Bretagne. Je l'ai envoyée en Bretagne et finalement, c'était le bureau de Nantes. Je me souviens des publicités de Alan qui avait levé 12 millions et qui disait on prend tout en photo, on s'occupera du reste. Je pense qu'il y a une vraie culture du numérique à optimiser. Et puis, pour aller encore plus loin dans cette culture, c'est est-ce que moi, professionnel de santé, je suis prêt à ce qu'une complémentaire santé ou une mutuelle me donne des outils numériques pour faire mon métier? On a toujours assez mal vécu le numérique, c'était souvent pour nous fliquer. Est-ce que tu donnes assez d'antibio, est-ce que machin, etc. Et puis, allons plus loin. Est-ce qu'en tant que patient, je suis prêt à ce que ma complémentaire santé prenne réellement soin de ma santé? Est-ce que je suis prêt à lui donner de la donner? Et donc, il y a un vrai travail, je pense, d'évangélisation et puis même de formation, tout simplement. Il y a beaucoup d'informations, mais la vraie formation rigoureuse, celle qu'on devrait nous donner en fac de médecine, celle qu'on devrait donner aux ingénieurs, elle est encore absente. On nous a fait apprendre 600 pages d'antibio, on ne nous forme pas au management, on ne nous forme pas au numérique en santé. Et puis, pour finir, le dernier pan, c'est, je pense, la scalabilité. Vous avez développé, vous avez une solution plutôt intéressante. Voilà, vous êtes leader dans la sortie d'hôpital post-orthopédie. Il y a un jeu auquel beaucoup de startups ont encore du mal à se plier pour des raisons de temps et d'argent, c'est souvent l'évaluation. C'est accepter qu'à un moment, par exemple, tu as un dispositif médical, ça va prendre 1 an, ça va coûter 150 000 euros. C'est pas drôle. Honnêtement, ça n'a pas vraiment de plus-value. Tu vas peut-être améliorer tes process internes, mais c'est souvent vécu de manière un petit peu douloureuse. Et puis surtout, la médecine, elle est fondée sur les preuves. Enfin, nous, chez DMD, je sais que c'est nos prochaines étapes d'aller évaluer dans la vraie vie ces solutions. C'est très beau de dire que cette balance connectée et tel programme, ça vous aide à maintenir votre capital santé. Si on faisait une cohorte sur 1 an avec 2 bras, on en met 300 dans chaque bras, et puis à un moment, on tranchera. Est-ce que ça vaut réellement le coup de payer pour ça? Donc voilà. Et donc il y a un gros travail. Du coup, pour finir, je ne vous jette pas la pierre, parce que même les startups ont un vrai travail d'acculturation aux enjeux de la santé à faire. Voilà, merci. Donc, je me présente, je m'appelle Olivier Lalanne. Moi, je suis le président fondateur de la société eSynapse, qui est un réseau social de professionnels de santé. Alors, la société a été créée déjà depuis juillet 2015, donc
On n'a pas, pour l'instant, on vit encore, non mais on vit bien. Et on est tous issus, ces 3 associés issus du monde de la santé, avec des parcours un peu différents, mais avec un profil vraiment expert technique sécurité, moi plus métier, puis un profil un peu plus marketing commercial. On a été accompagné, comme toute start-up, par la BPI, les réseaux Entreprendre, et on est membre de French Tech in the Alps. Et surtout, ce qui nous a fait avancer, c'est qu'on a gagné en 2016 le premier marché de territoire de santé numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'était un projet en fait qui était porté par l'ensemble des professions médicales libérales en Rhône-Alpes. Donc ils ont réussi à fédérer des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des kinés, voilà, pas seulement que des médecins, pour mettre en place un réseau social en partant du constat simple finalement qu'aujourd'hui on a tous du Facebook, du LinkedIn, ce que vous voulez. C'est pas hyper sécurisé. Enfin, on vend un peu des données quelque part. Et il y avait un gros problème de confiance dans ces outils-là. Ils sont partis de problématiques que les échanges entre professionnels de santé sont souvent insatisfaisants et insuffisants, et ce qui amène souvent à des situations complexes, avec une perte de chance pour le patient, une insatisfaction des professionnels de santé et un coût aussi. Parce que quand vous réhospitalisez tout le temps un patient, ça coûte plus cher que s'il reste à domicile. Et si on a pu se synchroniser à minima avec les professionnels de premier recours, que sont l'infirmière, le médecin et le pharmacien. Et les échanges téléphoniques, alors c'était constaté par mail avec les patients, sont insatisfaisants en termes de disponibilité pour les professionnels. Ils sont sursollicités en fait au téléphone, et on n'a pas obligatoirement besoin d'avoir l'information en temps réel. Voilà, on peut l'avoir de manière un peu décalée. Donc voilà, il y a eu un recueil des besoins et on est arrivé à la création d'un réseau social de professionnels. Donc les objectifs, les ambitions, c'était quoi? Au départ, c'était apporter un regard pluriprofessionnel dans la prise en charge du patient, pas seulement le médecin, mais l'ensemble des professionnels de santé. Faciliter cette coopération entre les professionnels de santé. Aujourd'hui, le réseau social de professionnels, il est utilisé par plus de 1000 professionnels de santé sur un petit territoire en Rhône-Alpes. Il est utilisé pour coopérer et on s'assure aussi tout de suite, nous, de la traçabilité des informations et des échanges. Ça a été vraiment la traçabilité, la sécurisation. On a mis du temps, on va dire, à sortir un produit. Je n'ai pas sorti un produit et puis après, je me suis posé les questions aussi, en fait, en termes de sécurité, tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire. On a d'abord abordé les problématiques de sécurité, d'hébergement, et faire en sorte aussi que ce soit simple pour l'utilisateur final. Parce que la carte CPS, c'est bien, mais c'est pas facile pour un professionnel de santé. Et souvent, il l'a, où est-ce qu'il est? Il est dans son lecteur pour pouvoir faire sa télétransmission à la sécurité sociale. Après, il ne se balade pas avec. Donc voilà, on a beaucoup travaillé sur cette sécurité et traçabilité des informations et des échanges. Le téléphone, c'est pas top. Donc en fait, on a créé un peu des groupes, enfin, comme dans tout réseau social, mais des groupes entre professionnels de santé. Et l'ensemble des sujets, des conversations, font l'objet à la fin d'un verbatim, d'une synthèse, qui reprend tout ce qui a été dit autour du patient, qui peut être imprimé, envoyé, après on verra les coopérations. Et un gros enjeu aussi pour les libéraux, c'était aussi de structurer leur coordination avec les professionnels de santé. Parce que le médecin généraliste, il est un peu tout seul. Alors maintenant, il y a les MSP, enfin les maisons de santé qui commencent à émerger, les CPTS, les CPTA, mais ça reste quand même des professionnels assez isolés. Alors, pour les professionnels de santé, on a essayé de faire simple et pratique. Moi, je prenais, comme vous en évoquez tout à l'heure, pour faire une prescription, c'est pas 12 clics. Moi, je suis auprès d'un patient, je prends en photo, je l'envoie et c'est parti, l'échange est sécurisé. Il ne faut pas se battre contre les outils d'aujourd'hui, le téléphone, les réseaux sociaux, les choses comme ça. Ce qu'il faut, c'est juste amener les bons outils aux professionnels de santé et qu'ils soient aussi simples. Donc on a utilisé, nous,
des technologies, ce sont les mêmes technologies en fait qui sont utilisées sur les Facebook, les Twitter, les LinkedIn. Vous n'êtes jamais posé la question comment, en un millième de seconde, quelqu'un qui est suivi par 1 million de personnes, ses tweets ils s'affichent tout de suite. Voilà. Donc tout ça, en fait, c'est de la technologie qu'il y a derrière. On utilise les mêmes. On n'a pas aujourd'hui le même volume, on est bien d'accord, mais on a pensé déjà à la scalabilité et à l'industrialisation de la chose. Et dernier point, après j'arrêterai, globalement, nous, on va se positionner comme une plateforme qui permet la sécurisation en termes d'identification du professionnel, d'identification du patient, mais je n'ai pas vocation à apporter tous les services à valeur ajoutée que des éditeurs, des mutuelles, peuvent amener. Moi, je vais amener ce socle en fait, de base qui permet après, derrière, d'apporter des services à valeur ajoutée payants, non payants, à voir. Et on est parti du principe aussi que en Franche-Comté, c'est pas comme en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est pas comme en Bretagne. Quand vous faites de la télémédecine, eh ben, la région, elle a passé un appel d'offres avec l'ARS, ils ont retenu tel éditeur. Dans une autre région, c'est un autre éditeur. Donc, en fait, nous, on se positionne, en fait, le professionnel, il va finalement choisir son outil de télémédecine. On ne va pas imposer un outil, un seul et même outil à l'ensemble des professionnels de santé. Donc, vraiment, on est une plateforme ouverte. On a pris tout de suite le virage de l'interopérabilité, puisqu'on s'est associé avec un grand qui est présent dans 1500 établissements, qui a été racheté il n'y a pas très longtemps par un grand groupe français, qui permet tout simplement de la rendre interopérable avec n'importe quel logiciel de cabinet, avec les programmes nationaux, régionaux, voilà. Et tout ça en mode cloud. Voilà, on arrête les installations, une installation pour tel hôpital, une installation pour tel médecin. On est vraiment sur une plateforme aujourd'hui qui est nationale, mais on est en train maintenant de se tourner aussi vers d'autres pays avec d'autres contraintes législatives. Je dirais que si on arrive à le faire en France, d'un point de vue législation, c'est plus facile dans les autres pays. Il y en a quelques-uns qui sont un peu similaires, mais quand on a fait le législatif français, derrière, c'est plus simple. Voilà. Bonjour à tous. Je vais vous parler du traitement de la surdité. J'espère que tout le monde entend bien dans cette salle. En fait, ce ne sera pas tout à fait le traitement de la surdité. AudioProConnect est une JEI qui a été incubée chez Paris Biotech Santé et qui a pour objectif d'être la première plateforme d'optimisation du parcours de soins du malentendant. On va passer à la slide suivante. Qu'est-ce que c'est que le marché des malentendants ? Eh bien, c'est d'abord un marché qui est sous-équipé. C'est un marché qui, en France, dépasse 1 milliard d'euros et qui est en croissance de plus de 6% depuis le début des années 2000. Mais c'est également un marché qui est sous-équipé puisqu'en fait, il y a 6 millions de malentendants, dont plus de 4 millions qui sont des malentendants connectés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des seniors qui ne savent pas utiliser Internet, il y a aussi des gens plus jeunes ou seniors également, mais qui savent utiliser Internet. Et le taux d'équipement est inférieur à 25%. Donc ça, c'est très intéressant. C'est un marché qui est à la fois important, mais avec des perspectives de croissance fortes. Autre caractéristique de ce marché, le prix moyen d'une paire d'aides auditives, c'est 3 100 € et la marge brute, c'est 78%. Et je vous expliquerai pourquoi on arrive à ce type d'économics. Alors, je vais juste revenir en arrière, peut-être, voilà. Mondialement, c'est un marché de plus de 360 millions de personnes. Et vous avez vu qu'en France, en fait, on a un taux d'équipement qui est faible. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en dehors des pays nordiques, dans les autres pays, le taux d'équipement est encore plus faible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a également un manque de spécialistes de l'audiologie. Je vais passer à la suivante. Donc d'abord, je vais vous dire quel est le parcours de soins du malentendant. La première chose, c'est la prise de conscience, qui n'est souvent pas très évidente. Souvent, elle est poussée par l'entourage. Ça peut prendre un peu de temps. Ensuite, il y a un rendez-vous chez le médecin traitant. Là aussi, ça peut prendre un certain temps. Et enfin,
éventuellement une prescription ORL, sachant que toutes les surdités ne sont pas soignables, mais la grande majorité sont soignables. Après la prescription ORL ou en parallèle, les gens se renseignent sur Internet, hein, parce qu'en fait, il y a souvent beaucoup d'angoisse, hein, et beaucoup de déni sur la surdité. Et après ça, on arrive chez l'audioprothésiste, et là, vous avez un devis de, en moyenne, 3 100 € pour une paire d'aides auditives. Après ça, la particularité de l'aide auditive, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on prend sur étagère, que l'on donne ou que l'on vend, comme les lunettes. Un traitement c'est environ 15 séances sur 5 ans. Puisque ça commence par une période d'essai. Pendant la période d'essai, il peut y avoir plusieurs séances où l'audioprothésiste va informer le malentendant sur sa surdité, trouver le bon appareil, trouver les bons réglages, le former à utiliser son aide auditive. Après ça, il va y avoir, pendant la première année, des séances de contrôle, hein, pour vérifier que les réglages sont toujours adaptés à l'évolution de l'audition. Et enfin, pendant les 4 années suivantes, il y a un suivi qui est au minimum semestriel. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la surdité, ce n'est pas uniquement une question mécanique, hein, comme peut être la vue lorsqu'on a besoin de lunettes. Hein. C'est une interaction très forte avec le cerveau, et donc ça nécessite souvent une rééducation auditive, hein, qui sera assurée en priorité par l'audioprothésiste, mais qui peut faire appel à des orthophonistes également. Alors, nous, ce que nous avons développé, c'est la première plateforme d'optimisation du parcours de soins. Et donc, en fait, on a développé une plateforme de téléaudiologie qui permet de prendre le contrôle à distance, à la fois des aides auditives, mais également des appareils utilisés par l'audioprothésiste ou par l'ORL d'ailleurs, hein, du style audiomètre, qui permettent de faire un diagnostic audio. Cette plateforme peut être utilisée de 2 manières. D'une part, elle peut être utilisée dans un cadre de télémédecine, téléexpertise, c'est-à-dire qu'en fait, à côté du patient, il y aura un assistant qui branchera les appareils, soit les appareils de mesure, soit les aides auditives. C'est quelque chose en particulier qu'on a testé dans les EHPAD, hein, ou dans les maisons de retraite, hein, mais on peut également l'utiliser dans des maisons de santé pluridisciplinaires, dans les déserts médicaux. Et cette station peut également prendre le contrôle, par l'intermédiaire du smartphone, des aides auditives, de manière à affiner un réglage, changer le module Larsen, etc. Donc, cette plateforme de téléaudiologie, on a fait des essais cliniques en 2016, on a fait des essais pratiques en 2017 et on est prêt à les commercialiser. À côté de ça, il y a un site internet, hein, sachant que la surdité, souvent, il y a beaucoup de freins à l'appareillage, hein, donc il est important d'avoir un site qui permette d'informer le malentendant. Également une app de télécar. Hein, pourquoi ? Parce que ce qui est très important, c'est d'avoir une bonne observance, hein, de l'appareillage. Vous avez beaucoup de gens qui achètent des aides auditives et qui ensuite les laissent dans un tiroir. Hein. Donc l'app de télécar va permettre au malentendant d'être en rapport avec son audioprothésiste. Hein. Dans un deuxième temps, on pourra rajouter de l'entraînement auditif avec un orthophoniste, voire du training cognitif avec un gériatre. Hein. Et enfin, le dernier point qui va beaucoup intéresser, je pense, les payeurs, c'est le dossier surdité partagé qui va permettre de créer une véritable coordination du parcours de soins avec les différents professionnels de santé concernés par l'audition et qui permettra également de faire, je dirais, un bon bilan médico-économique, hein, du service rendu. Donc voici ce que nous proposons. Hein, actuellement, donc, nous sommes focalisés sur la première partie, qui est la plateforme de téléaudiologie, puisque le reste, je dirais, ce sont des briques, hein, qu'on peut trouver dans le commerce et qu'il faut adapter, bien entendu. Mais nous sommes les premiers au monde à avoir une plateforme de téléaudiologie qui soit universelle, c'est-à-dire qui fonctionne avec l'ensemble des aides auditives, hein, et avec tous les appareils de mesure utilisés par l'audioprothésiste. Voilà, j'en ai terminé. Donc, si vous voulez nous contacter, eh bien, puisque les intervenants n'ont pas droit aux petits stickers avec leur nom, je m'appelle Alain Guyossionnet, je suis le DG d'AudioProConnect. Vous avez mon numéro de téléphone et mon mail. Merci.
Merci Alain. On va prendre une première série de questions, si vous voulez, pendant 5-10 minutes, avant de passer à la deuxième série d'exposés. Moi, j'en ai une première déjà pour vous. Tous les services que vous proposez sont basés sur des télécoms, enfin de la liaison Internet pour beaucoup. Est-ce que c'est une médecine des villes bien équipées ou est-ce qu'on peut aller aussi au fin fond des campagnes et est-ce que ça peut quelque part pallier le problème de désertification médicale? Alors, je vais répondre, ça dépend des territoires. Globalement, on a de moins en moins de zones blanches en France. On est capable aussi, avec les nouvelles technologies, de travailler ce qu'on appelle en mode déconnecté, de pouvoir aller au fin fond de l'Ardèche, encore qu'en Ardèche, il y a le Ardèche Drôme numérique, c'est peut-être un mauvais exemple, mais voilà, on est capable de se déplacer au lit du patient, enfin chez lui, à son domicile, en mode déconnecté, et dès qu'on retrouve du réseau, on a quand même en France un réseau assez quand même bien maillé, de pouvoir resynchroniser l'ensemble des données. Voilà ce que... Oui, la question, la connexion à Internet. Moi, ce que je sais, c'est que là où je passe les vacances en Bretagne, je pense qu'on fait partie des zones blanches. Donc je pense qu'il y a encore du travail à faire. Je pense qu'il y a encore du travail à faire. Maintenant, c'est vrai que quand on parle de télémédecine, s'il n'y a pas d'Internet, il n'y aura pas de télémédecine, quelle que soit la plateforme ou le réseau social ou ce qu'on aura mis en place. Et ceci étant, il est clair qu'aujourd'hui, les choses vont quand même dans le bon sens. Il y a de plus en plus de développement. Ce qui est intéressant également, c'est si on va au-delà je dirais, de la France. Il y a un certain nombre de pays où il y a des infrastructures, je dirais, je ne sais plus comment on appelle ça, non filaires, enfin des infrastructures de téléphonie mobile qui sont tout à fait performantes. La semaine dernière, enfin je veux dire le week-end dernier, il y avait le congrès des audioprothésistes et il y avait une présentation qui était faite par une équipe de recherche sud-africaine qui nous expliquait comment ils travaillaient en télémédecine liée à l'audioprothésie en Afrique du Sud. Question? Bonjour, Camille Jean, maître de conférence aux arts et métiers. J'aimerais vous poser une question au sujet du titre de la conférence aujourd'hui. Comment les complémentaires santé peuvent-elles bénéficier de l'innovation numérique? Et j'aimerais, enfin, si c'est possible, que chacun des intervenants puisse dire en quelques mots et répondre à cette problématique. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a une réponse qui a été donnée tout à l'heure au niveau de l'innovation numérique. C'est la partie data. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde le paysage, ce que l'on voit, c'est qu'il y a encore, le data est encore très peu utilisé. Nous, c'est très clair que, par exemple, au niveau de l'audiologie, lorsqu'on va pouvoir mettre en œuvre des technologies basées sur le big data, on pense pouvoir rapidement améliorer la prise en charge des malentendants. En ce qui concerne les complémentaires santé, et c'est pour ça que nous, on a développé cette dimension base de données, leur problématique, c'est de se dire, est-ce que ce que je rembourse, ça sert à quelque chose? Est-ce que le service rendu est effectivement apporte un plus? Et je crois que tout à l'heure, ça a été mentionné. C'est très bien de rembourser. Effectivement, on est content, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Et donc, de pouvoir suivre sur le plan thérapeutique le malade, de vérifier si effectivement il y a une amélioration. Pour reprendre l'exemple de la balance connectée, est-ce qu'effectivement ça a permis de réduire le taux de, je ne sais pas quoi, de crise cardiaque ou autre? Eh bien, effectivement, ça c'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller au-delà de la partie thérapeutique, mais également d'utiliser dans la prévention. Donc je pense que dans les années à venir, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui vont être faites.
si je prêche pour ma paroisse, je vais dire qu'il faut sourcer les bons outils, que vous pouvez nous appeler. Si on regarde un petit peu tout ce qui a été fait, oui, pardon, je vais me lever. Non, les possibilités du numérique pour les complémentaires santé, alors, elles sont évidemment importantes. Je pense qu'un écueil qui est fait fréquemment, et d'ailleurs pas qu'en France, c'est de penser que le tout numérique est une solution. Il suffit d'aller faire un tour sur PubMed, d'aller voir un petit peu tout ce qu'il y a en littérature scientifique. Si vous prenez par exemple une population technophile, c'est-à-dire des 15-30 ans en surpoids, que vous leur donnez que des objets connectés, vous avez un taux de succès qui est inférieur à juste l'objet connecté et un coup de fil par mois par le nutritionniste. Un coup de fil par mois pour le nutritionniste, je ne suis pas sûr que ça coûte vraiment si cher que ça à la mutuelle, et pour autant vous triplez votre effet. Donc le tout numérique, ce n'est pas la solution. La deuxième chose, c'est, on parlait de data, je vais pas d'autre chose qui est un peu le corollaire, qui est l'interopérabilité. Une des problématiques principales aujourd'hui, je trouve, qu'on rencontre, et c'est probablement propre aussi à notre système de financement en santé en France, c'est que vous avez un silo à l'hôpital, vous avez un silo chez votre médecin généraliste, enfin, des systèmes peu communicants. Demain, vous en avez peut-être un dans votre téléphone, qui est celui de votre home care, de vos objets connectés. Si en plus, demain, j'ai je sais pas, l'application de ma mutuelle avec tous ces programmes de coaching et de prévention, il faudra un moment se pencher réellement sur la porosité qu'on veut donner à nos données de santé pour qu'elles aient réellement un impact positif sur nous. Une des questions qu'on nous pose souvent chez Franci Health-Tech, c'est est-ce que je dois acheter des startups? Est-ce que je dois investir dans des startups? Est-ce que je dois faire un lab? Est-ce que je dois faire des hackathons? Est-ce que je dois faire un turnover de mes équipes et prendre des Chief Digital Officers ou des polytech de moins de 30 ans dans mes équipes? Alors, je pense que toutes les idées sont bonnes, en effet, mais le numérique, ça ne tombe pas du ciel, c'est pas le ménage, quoi. Il ne suffit pas de passer l'aspirateur dans le bureau et puis vous faites du numérique. Questionnez-vous justement sur l'intérêt. Reprendre des participations dans des startups. Il y a 2-3 de vos collègues, il y en a peut-être dans la salle, qui l'ont fait, que ce soit sur des programmes de coaching, que ce soit sur des programmes de téléconsultation. Et on a 2-3 exemples de sociétés qui ont très bien accéléré comme ça, même si elles étaient financées probablement par un acteur, on va dire, concurrent du système, enfin concurrent des autres. Les laboratoires pharmaceutiques font assez bien, enfin de mieux en mieux plutôt, de l'open innovation. Alors, ce n'est pas juste avoir quelqu'un et un stagiaire qui va voir un peu les startups et qui organise des petits déj, mais qui font réellement des lieux très ouverts. L'exemple, c'est Sanofi sur son site de Chantilly, avec des formations récurrentes, fréquentes, avec des thématiques qui parlent réellement à leur business unit. Donc, on va parler aux juridiques, aux réglementaires, aux équipes marketing, et qui font venir des startups. Ça peut être une très bonne idée. Puis je m'arrête là. Je crois qu'ils ont déjà dit beaucoup de choses. Je vais juste compléter. Sur les startups, tout au moins sur la mienne, on a réussi le tour de force déjà de fédérer les professionnels de santé entre eux et qu'ils nous fassent confiance. Donc ça, c'est déjà un gros atout. Et on a arrêté de parler de parcours de soins, mais parcours de santé. Voilà. Et on est dans la recherche maintenant aussi de nouveaux modèles de financement liés à la prévention, liés au parcours. Voilà ce que les. Après, je pense qu'on peut apporter aussi toute cette couche sécurité, traitement de la donnée qu'on maîtrise. Et c'est pas la peine de refaire 50 fois les mêmes choses. On perd du temps. Voilà. Oui. Donc peut-être pour faire le lien avec la séquence suivante, j'avais une question pour Olivier Lalanne, justement, qui a monté un réseau de professionnels de santé. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais les assisteurs dans l'assurance montent des réseaux de santé avec des professionnels de santé en France et à l'étranger pour certains qui opèrent notamment sur le secteur médical pour des rapatriements sanitaires et autres. Est-ce que, je dirais, la question aujourd'hui, c'est est-ce que les assisteurs doivent monter leur propre réseau de santé ou est-ce que le réseau social eSynapse ne pourrait pas essayer de répondre avec un réseau structuré de professionnels de santé en France, d'une part, et aussi, j'ai entendu tout à l'heure les vocations aller à l'international, d'autre part. Je dirais qu'aujourd'hui, nous, on s'est mis en capacité de pouvoir avoir plusieurs sources de données en entrant, notamment sur les professionnels de santé, mais en gardant un outil générique de communication.
et un outil qui reste fermé. Ce n'est pas comme Facebook où je vois les amis de mes amis. Globalement, là, on ne voit que les personnes qui sont en fait au niveau 1 de son entourage. Ça, c'est les technologies de graphes. Et deuxièmement, on a mis du temps, mais ça a été, je les ai fouettés un peu les développeurs, mais j'ai voulu tout de suite qu'on puisse le transposer en une semaine dans une autre langue. Voilà. Donc aujourd'hui, il est en français, en anglais. On est en train de travailler sur d'autres langues, des langues qui peuvent être aussi, comment dire, régionales. Voilà, on est en capacité en fait de laisser à l'utilisateur le choix de sa langue. Voilà. Très bien, merci. Je vais laisser la parole à Virginie Femery pour effectivement présenter son programme de prévention et de e-santé. Bien, donc j'ai voulu, à travers l'illustration d'un dispositif de e-santé qui s'appelle ViveOptime, illustrer ce qui était en mesure de réaliser les complémentaires santé. Donc, moi, je travaille au sein du groupe Vive, donc c'est un groupe qui rassemble un ensemble de mutuelles. Et donc, on a travaillé depuis 2 ans à essayer effectivement d'avoir une approche différente de la prévention, qui soit au-delà du marketing et de la com, avec vraiment une logique de fond et la capacité à démontrer l'efficience, autant l'impact sur les déterminants de la santé, donc une efficience clinique, qu'une efficience médico-économique. Donc, on a utilisé la e-santé non pas comme une fin en soi, mais comme un outil qui nous permet d'avoir une approche de la prévention totalement personnalisée, donc qui nous permettent d'aller au-delà des grands messages de prévention que nous connaissons tous et dont on sait qu'ils sont peu efficaces aujourd'hui. Et la e-santé aussi pour nous permettre de créer une infra technique nous permettant de collecter, de traiter de la donnée au service des coachs de santé qui vont accompagner les adhérents tout au long de leur parcours et notamment de leur parcours de santé. On s'est focalisé sur ces 2 premières années au titre de ce pilote sur la prévention des risques cardiovasculaires, l'idée étant de pouvoir le décliner à d'autres risques demain. Le programme s'appuie sur 4 piliers. Donc, il y a un premier pilier qui est l'information, la sensibilisation. Donc, une fois qu'on a profilé et segmenté notre population, l'idée est de leur adresser les bons contenus au bon moment et pas, par exemple, d'envoyer une fiche santé ou une vidéo d'un tabacologue à quelqu'un qui ne fume pas. Le deuxième pilier, c'est l'évaluation du risque cardiovasculaire. Nous, en tant que complémentaire santé, et d'ailleurs pour le groupe MGN aussi, délégataire de la gestion du risque, donc avec les données RO de nos adhérents, on n'a pas le droit de les utiliser, et notamment en amont pour pré-segmenter et pré-cibler le risque. Donc on est obligé de le faire en aval, et ça passe par des questionnaires, donc validés par la communauté scientifique, qui nous permettent de savoir précisément l'état de santé de notre adhérent. Une fois que l'on sait ça, on arrive sur un 3e pilier du dispositif qui est l'accompagnement, donc personnalisé par des coachs santé. Et comme le disait très justement Guillaume, le digital et rien que le digital a des usages limités, notamment dans la durée, donc peu efficaces en prévention. Donc on a vraiment essayé d'avoir une approche multicanale avec du digital, oui, mais pas que, donc des plateformes médicalisées donc, qui font du coaching téléphonique et de pouvoir aussi nous appuyer sur notre réseau de chargés de prévention, donc en région, pour avoir également des actions en présentiel. Et puis, dernier pilier, donc le suivi des données. Alors, le suivi des données de santé, mais pas que. La priorité a été donnée au suivi motivationnel. Donc, c'est de pouvoir intervenir lorsqu'il y a un décrochage de la motivation. Puisque quand on travaille sur des parcours, ce n'est pas des parcours de 2 mois, de 3 mois ou de 4. C'est quasiment tout au long de la vie et pouvoir encourager les bons réflexes de santé au quotidien dans la durée. Donc les 4 piliers, nous les retrouvons là et on a vraiment essayé dans la mesure du possible et sur chacun de ces piliers de croiser les canaux d'intervention, donc d'avoir une approche multicanale et pluriprofessionnelle. C'est aussi d'être en capacité d'adresser le bon professionnel de santé, que ce soit une diététicienne, un tabacologue, un psychologue, une infirmière, à la bonne personne en fonction des objectifs qu'elle se fixe d'amélioration de sa santé. On peut imaginer par exemple un diabétique
diagnostic hypertendu sédentaire, on va essayer de le questionner sur quelles sont ses priorités, ce sur quoi il est prêt à faire des efforts et à s'investir, parce que c'est un effort de prendre soin de soi. Donc si il n'est pas prêt aujourd'hui à faire plus d'exercice physique, mais à corriger un petit peu ses apports alimentaires, eh bien, on va plutôt l'orienter vers un diététicien nutritionniste pour l'accompagner à rééquilibrer son alimentation. On a voulu engager fortement le corps médical dans notre démarche. Donc, on a constitué un comité médical. On a réalisé le projet médical avec donc des généralistes, des spécialistes, des médecins et des paramédicaux. L'idée, c'est de pouvoir avoir vraiment un programme à la carte. Donc, on a un moteur de règles, un système d'information expert qui va définir quel est le bon projet médical pour telle ou telle personne. Donc, on n'a pas un parcours qui ressemble à un autre et un individu ou un adhérent qui a le même projet que son voisin. Pour autant, l'adhérent, donc le participant du programme, est quand même en mesure de dire vous me préconisez ça, mais moi je suis pas prêt, ou c'est pas ce que je veux, ou c'est pas de cette façon-là, etc. Donc il y a, lors d'un échange avec les coachs santé, la capacité de réajuster son programme et donc de faire varier son parcours en fonction de sa maturité à être accompagné et à s'engager. L'idée, c'était de pouvoir s'appuyer sur une solution technique très évolutive pour amener des nouveaux outils, des nouveaux services, des contenus le plus régulièrement possible, pour pas qu'à un moment donné, il y ait l'effet un peu down du programme où j'ai tout vu, j'ai tout lu, j'ai regardé toutes les vidéos, j'ai fait mon coaching, il n'y a pas de nouveauté. Donc, il faut l'engagement et cette motivation, il faut la susciter aussi par des nouveaux services très régulièrement, et donc il faut l'infratechnique qui le permet. Une infratechnique qui permet aussi du coup d'intégrer des services qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc une nouvelle application faite par une start-up qui n'était pas présente 1 an ou 2 ans en arrière, etc. On a donc sur la base de ce pilote qui a été mené 2 ans dans 2 régions, donc en Occitanie et en Bourgogne-Franche-Comté, on a voulu aussi capitaliser sur les retours d'expérience qui montraient que le dispositif était intéressant, si tant est qu'on puisse passer la porte du bunker, puisqu'on a voulu tellement sécuriser les données, la collecte et le traitement des données, donc la triple authentification, enfin l'authentification forte par triple facteur, pardon, eh bien, ça en a rebuté certains. On avait par exemple des patients âgés, donc on avait une population de 30 à 70 ans, les plus âgés mettent des majuscules, des caractères spéciaux dans leur mot de passe, ils ne savaient pas faire. Donc on avait des gens motivés, mais qui n'ont pas trouvé la bonne clé pour franchir cette porte-là et rentrer dans le dispositif. Donc, on travaille aujourd'hui beaucoup avec l'ensemble de nos partenaires à comment je peux simplifier la connexion, la reconnexion, l'identification, les principes d'éligibilité, est-ce que j'ai vraiment droit au service, à quel service, etc. Juste un petit peu trop vite. Et évidemment, donc on est mutuelle, mais assureur avant tout. Donc il fallait, je pense, plus que n'importe qui d'autre, et peut-être même plus que la CNAM, essayer de rassurer les professionnels de santé, nos adhérents avant toute chose, de leur dire qu'il n'y avait pas de lien entre notre approche soins, santé et la partie assurantielle. Donc de leur expliquer que comment l'assureur avait accès ou pas aux données, à quel type de données il avait accès, des données agrégées, anonymisées, juste pour le pilotage de l'activité du service. Et puis on s'est aperçu que, eh bien, finalement, par exemple, le consentement, on avait beaucoup de pertes de nos adhérents parce qu'en fait, c'est un document qui est très juridico-technique et qui, plutôt que rassurer, est anxiogène. Donc aujourd'hui, on travaille sur des outils, des vidéos avec des juristes, etc., qui expliquent qu'est-ce que c'est qu'un tiers de confiance, qu'est-ce que c'est qu'un HDS. Nous, on a un adhérent qui nous a dit « Vous faites ce que vous voulez de mes données, mais je ne veux pas qu'elles aillent chez un hébergeur de données santé que je ne connais pas. » Alors qu'en fait, il est là pour les rassurer. C'est tout ça qu'a montré le retour d'expérience. On travaille, par exemple, on parle beaucoup de parcours, donc parcours de vie, parcours de soins. Et bien, on essaie avec une infographie, un motion design, de leur expliquer ce qu'est le parcours de la donnée. Donc, où va la donnée, comment elle est collectée, qui l'utilise, de quelle façon. Par exemple, les évaluateurs, donc des médecins qui nous ont fait notre évaluation clinique et médico-économique, qu'est-ce qu'ils font de la donnée, à quel moment, est-ce que je peux dire oui, non, est-ce que je peux revenir sur ma décision, est-ce que je peux donner mes données, les récupérer et les passer à quelqu'un d'autre, etc. Donc, il y a un gros travail d'éducation et beaucoup de pédagogie à apporter aux utilisateurs des dispositifs.
Donc là, c'est l'environnement, alors très très schématique, hein, qui peut paraître assez simpliste. Derrière, il y a beaucoup de travail. Donc là, c'est tous les différents environnements qu'on a créés, les différents portails. Et puis le parcours. Donc c'est j'évalue mon risque. Ce qu'il a fallu faire, c'est d'expliquer très très vite quels pouvaient être les bénéfices de cette solution-là pour l'adhérent, qu'il la comprenne le plus vite possible. Et ensuite, j'entre dans mon univers, dans mon portail, dans mon programme. Et en fonction de mes risques, j'ai assez un ensemble de services qui sont proposés donc par l'outil, ajustés par les coachs santé. Ce qu'on fera demain, qu'on n'avait pas fait dans le pilote, c'est essayer de passer par une espèce de contrat moral de suivi, d'accompagnement, pas de soins, mais pour montrer que si nous, on s'engage auprès d'eux, alors on ne va pas s'engager sur des résultats, mais en tout cas sur des moyens, mais il y a aussi un effort à faire par le patient, par l'adhérent. Ça a un coût. Il faut que les patients le comprennent aussi de leur côté. Eh bien voilà qui je suis et comment me contacter. Merci Virginie. Je vais laisser la parole à Christophe Richard qui va représenter le monde industriel puisqu'il va se présenter. Et donc ça fera le lien avec les startups, l'assurance et on aura l'occasion de rééchanger justement pour répondre à la problématique posée initialement et avec Emmanuel Géa qui ne manquera pas de nous orienter et de nous aider à réfléchir. Bonjour à tous. Donc, on va passer tout de suite à la slide d'après. Donc, je vous présente mes liens d'intérêt pour un petit peu situer où je suis et à quel titre je parle. Donc, vous l'avez compris, je travaille chez Atos, plus spécifiquement dans la filiale de Santéos, qui est dédiée à la santé. Je suis médecin de formation, mais le numérique m'a tout de suite titillé et un petit peu avant l'époque qui a été citée tout à l'heure, parce que moi, j'ai commencé avec des Minitel, voire il n'y avait pas de carte CPS, donc c'est un peu plus ancien. Mais j'interviens dans d'autres univers parce que finalement la santé et le numérique tout seul ça répond pas à tous les enjeux. Je travaille au sein du Collège national des médecins des hébergeurs parce que vous l'avez entendu, l'hébergement de données de santé, la sécurité est une des dimensions qui est importante lorsqu'on parle du numérique de la santé. Le règlement européen qui a été évoqué en pointillé est effectivement présent. Et puis lorsqu'on parle de médecine numérique, on perçoit de start-up, on perçoit industrialisation. Le Syntec numérique, c'est la fédération des industriels du numérique. Il y a quand même un modèle économique derrière, il y a une industrialisation qu'il faut inventer et qu'aujourd'hui, les enjeux se situent sur la capacité à essayer d'orchestrer un petit peu tout ça. Et puis, il y a un point que j'évoquerai là aussi en filigrane, c'est à travers Centrale Supélec, d'abord parce qu'il y a des compétences et qu'on ne fait pas du numérique sans des ingénieurs compétents. Et puis, il y a l'aspect formation. Moi, j'encadre un executive certificate sur la e-santé. Alors c'est très beau comme ça, mais c'est simplement pour essayer d'acculturer les gens. Je trouve que le terme a été utilisé parce qu'il faut que le numérique diffuse vers les médecins, mais il faut que la médecine diffuse vers les ingénieurs de façon à ce qu'à un moment, ils arrivent à se rencontrer et qu'on arrive à faire des solutions qui soient utilisables, ergonomiques, qui répondent réellement aux enjeux et qui puissent être tout simplement viables et pérennes. Bon, on passe à la slide suivante. Alors, j'ai souhaité commencer mon intervention, non pas pour vous parler du RGPD au sens strict du terme, mais pour vous rappeler la définition d'une donnée de santé, parce que la donnée est au cœur de tout ce qui a été évoqué tout à l'heure, et ce n'est pas trivial, puisque évidemment, il n'existait pas, avant le règlement européen, une définition unifiée d'une donnée de santé. On savait que c'était quelque chose qui avait un rapport avec votre santé ou qui pouvait révéler des informations vous concernant. Aujourd'hui, on en a une définition qui va être la même sur toute l'Europe. Mais si elle est intéressante, ce n'est pas parce qu'elle donne des informations relatives à votre santé, c'est parce que la définition du règlement européen intègre la notion de prestation ou de service de soins qui révèle également de l'information sur vous. C'est-à-dire que c'est à la fois l'information, mais c'est tout le processus qui peut être derrière, et donc notamment numérique, qui est également inclus dans cette définition d'une donnée de santé. Et ça, ce n'est pas trivial, puisque finalement, ça veut dire que le champ de la santé est beaucoup plus large que ce qu'on pouvait imaginer. Alors, lorsqu'on parle de données de santé, c'est dans un écosystème qui est beaucoup plus grand. Finalement, quand vous imaginez la notion de données de santé et de santé en général, finalement, on peut très vite déborder vers des aspects
de valorisation en termes de connaissances, vers des aspects confiance, on voit hébergement de données de santé, sécurité. Il y a des notions juridiques, ça a été très évoqué tout à l'heure, parce que c'est effectivement un élément qui est plutôt perçu comme un frein. Au-delà du juridique, il y a de l'éthique. En tant que médecin, ça m'intéresse et je pense que je ne suis pas le seul. Il y a des personnes dans l'Assemblée qui s'y intéressent hautement. Et puis il y a tout le volet numérique. Le numérique, c'est plutôt les outils qui vont être en capacité d'essayer d'amener de la valeur, une dimension nouvelle dans la médecine et dans les usages. Vous voyez, j'ai mis intelligence artificielle, smart data, finalité, objets connectés, innovation. Bon, ça montre que surtout, il y a beaucoup d'ébullition dans le système. C'est peut-être pour ça qu'il faut au départ un psychiatre pour traiter les fous qui s'en occupent. Mais en tout cas, il y a bien des choses qui sont là. Et on se dit, il y a quand même un fond. Il faut essayer de trouver de l'ordre, de la cohérence dans tous ces éléments-là. Et on va essayer de voir si c'est possible. Oui. Alors, quel est l'objectif que finalement on peut essayer de tous s'attacher à avoir? Alors normalement, ça doit être animé. J'ai réussi à faire des slides animés. Voilà. Aujourd'hui, quand on parle de la médecine traditionnelle, de la médecine actuelle, on est plutôt ici, c'est-à-dire on vous prend en charge quand vous êtes malade et on essaye de vous soigner. Demain, quand on parle de médecine 4P, vous en entendez tous parler, un des enjeux, et ça a été évoqué avec les différents acteurs qui sont déjà intervenus, c'est d'essayer d'améliorer un petit peu les choses, et pourquoi pas, avec toute la puissance des outils, de l'imagination, des innovations, d'essayer de remonter cette ligne et d'essayer de commencer votre prise en charge avec de la prévention et pas uniquement lorsque vous êtes tombé malade. Alors ça, c'est l'objectif qu'on pourrait tous rêver avoir, mais pour y parvenir, on ne le fera pas aujourd'hui avec le seul médecin et son stylo. Il faut effectivement utiliser des outils et essayer de remonter ces éléments. La donnée est effectivement intéressante. On parlait de bras d'études, on parlait de mécaniques qui permettent de le faire. C'est certainement ça la bonne piste, mais on n'y arrive pas si facilement que ça, parce que ce n'est pas juste une question de se mettre en ordre de marche ou d'avoir l'idée, je pense qu'on l'a tous eu, c'est plutôt qu'une fois qu'on a des données, une fois qu'on a un patient, un médecin, qui est bien la brique élémentaire sur laquelle il faut travailler, comment on fait pour surmonter les problématiques technologiques, surmonter les problématiques juridiques, surmonter les problématiques organisationnelles. Est-ce que la confiance est là? Parce qu'on parlait d'acteurs aujourd'hui qui n'ont pas l'habitude de collaborer ou qui n'ont pas le droit de le faire. La partie assurance n'a pas le droit de causer avec la partie médicale. Et que finalement, peut-être que la vraie valeur se situe dans l'interaction entre les deux, sauf qu'aujourd'hui, on ne peut pas. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de solution? Espérons que si. Alors, j'ai essayé, ça c'est la slide pour les fous de tout à l'heure, j'ai essayé à un moment de vous dire comment est-ce qu'on pourrait très succinctement ou de façon très macroscopique essayer de qualifier ce qu'on appelait cet écosystème. On a des jolis mots. Grosso modo, vous avez un écosystème de production de soins, c'est les hôpitaux, les médecins, c'est ce que vous connaissez quand vous entrez dans ce système-là. Lorsque vous êtes malade, vous êtes grippé, vous allez voir votre médecin, vous allez faire peut-être des analyses, vous allez voir votre pharmacien, vous êtes hospitalisé, vous rentrez chez vous, vous évoluez dans ce système ici. Mais les données de santé et cette notion d'écosystème de soins, il ne doit pas se limiter à ça. Il y a tout l'autre écosystème. Les assureurs en font partie. Vous avez tout ce qui est lié aux objets connectés, tout ce qui est les données sociales, parce qu'il y a le médical, mais il y a le social. Vous avez les données de l'entreprise, qui n'est pas suivie par une médecine du travail, qui n'a pas des données qui peuvent être utilisées et qui ont une dimension un petit peu médicale. Peut-être certains d'entre vous ont suivi de près toutes les questions sur l'open data en santé, qui a été un réel questionnement. Vos propres données, aujourd'hui, votre téléphone compte le nombre de pas que vous faites, et si ce n'est pas que ça qu'il fait, mais donc vous avez vous-même des données de santé, et puis il y a tout le reste que je ne vais pas vous citer. Et il y a un autre écosystème dans lequel il y a les données, et ce qui est important, c'est que ces deux écosystèmes ont tendance à être cloisonnés. Je crois que le mot a été utilisé tout à l'heure, on parlait de silos. Là, je vous donne un gros silo, mais en fait, on peut le faire. Et la difficulté, c'est que les données, elles sont en boucle dans ces systèmes, et peut-être même dans des silos un peu plus, avec un niveau plus bas, et que finalement, un des enjeux serait comment est-ce qu'on pourrait améliorer les usages qui ont tendance à se développer de ce côté-là. Comment est-ce qu'on pourrait arriver à utiliser les informations ou les compétences qui sont de ce côté-là en respectant la vie privée et des citoyens ou des patients, si ce sont des patients. Et puis, si vous êtes un peu familier des problématiques juridiques, aujourd'hui, dans l'open data, et si c'est des tutelles, vous devez respecter un intérêt public, en vous disant que finalement, tout le socle qui est ici, c'est qu'on a des données, des informations, des connaissances, et on pourrait les utiliser pour plein de choses, ou les réutiliser, parce que le terme, il est tout l'intérêt dans la réutilisation. Et donc, finalement, on sent intuitivement, et c'était un peu l'objet de mon schéma, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faudrait mettre au centre,
qui devrait gérer une intermédiation et faire de la confiance, de façon à ce que finalement des données qui viendraient d'un objet ici puissent être utilisées par votre médecin et que des données qui seraient issues de votre dossier médical pourraient être utilisées par un assureur. Sauf que pour ce faire aujourd'hui, ce n'est pas possible, ou en tout cas, ce n'est pas possible en tirant un trait. Et il faudrait peut-être trouver une articulation qui permette de le faire. Et c'est peut-être là où se situe le moyen d'utiliser toutes les innovations qui peuvent être inventées dans chacun des deux écosystèmes. Alors, de manière un peu ambitieuse, l'idée était de susciter un débat. J'essaye d'imaginer ce que pourrait être une médecine numérique. Alors, une médecine numérique, c'est pas je mets un téléphone entre le patient et le médecin, ou je mets un outil de e-santé. J'invente un écosystème, une dimension nouvelle dans laquelle la médecine utilise le numérique pour en faire quelque chose d'intéressant qu'on ne faisait pas avant. Donc, je pense que ce sera challengé. Je pense que Manuel Géa viendra titiller un petit peu ces concepts après. Il sera là pour ça. Mais l'idée était de dire de quoi ? D'abord, lorsqu'on veut utiliser des données, qu'on veut inventer quelque chose de nouveau, il faut savoir pourquoi faire. Et il faut des usages. Si vous n'avez pas d'idée sur ce que vous voulez faire avec vos données ou avec vos outils, gardez-le parce que ça n'aura aucun intérêt. Vous ne recevrez pas d'argent, comme ça a été dit tout à l'heure en introduction. Et puis de toute façon, ce ne sera pas utilisé, même si l'idée est géniale. Elle restera dans son... Il y aura cet intermédiaire de confiance, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un acteur, une organisation nouvelle à trouver qui est capable de gérer cette dimension et probablement de gérer la complexité. Parce que ce qui est un des enjeux, ce n'est pas la technologie. On vous parle d'Internet des objets, on vous parle d'intelligence artificielle, on vous parle de big data. D'ailleurs, on vous parlait de big data il y a 2 ans, on va vous parler d'intelligence artificielle à partir de demain avec le rapport Villani. Bon, il y a toujours un goodies, mais ça ne reste que des outils qu'il faut savoir utiliser et qu'il faut mettre à disposition du patient ou du médecin ou de tous les acteurs pour aboutir à quelque chose. Ce qu'on oublie un peu trop souvent, c'est qu'il faut qu'il y ait un modèle économique. Alors, la valorisation, ce n'est pas forcément avoir de l'argent ou de monétiser l'intégralité des choses, mais c'est que les différents acteurs qui interagissent, ils trouvent un intérêt. Ça peut être des valorisations en termes de connaissances, mais ça peut également être des valorisations en termes économiques. Aujourd'hui, le modèle, d'ailleurs, si je devais le résumer, l'idée n'est pas de vendre vos données, c'est plutôt de vendre des services qui permettent d'utiliser ces données pour des finalités qui seraient intéressantes et qui répondent aux enjeux ou aux règles qui ont été fonctionnées. La notion, si on clique, normalement, il y a des choses qui doivent apparaître. Une gouvernance, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait un pilotage. Quelque part, vous voyez qui je pointe du doigt, mais il y a un État qui est censé un petit peu dire et définir un certain nombre de règles. Ça a été cité tout à l'heure par les intervenants. Il faut des référentiels, il faut une interopérabilité, il faut des règles sémantiques, il faut des règles juridiques qui soient partagées mais utilisables par tout le monde. Le consentement personnel, ça a été cité évidemment. Il ne faut pas que le patient soit exclu. Une notion d'éthique. J'ai mis volonté. Alors, je vous ai donné avec mes petits smileys ce que je considérais aujourd'hui être présent ou pas présent ou en cours. La notion de volonté, c'est que ça dépend un peu de chacun d'entre nous et des organisations qui sont capables de le faire. L'idée, c'est que si on veut cette notion de médecine numérique, où tous les acteurs pourraient interagir entre eux, il faut essayer d'organiser les choses. Il y en a une que j'ai mis là qui était la formation, ce n'est pas cité là, mais je pense qu'il faut aussi acculturer et former les acteurs pour que ça puisse évoluer, parce qu'on ne se l'approprie pas immédiatement. Aujourd'hui, la génération des médecins ne sont pas familiers des ordinateurs parce qu'ils ont été formés sans ces ordinateurs. Vous voyez que quand les médecins connaissent un petit peu le numérique, et ils sont même déjà dans les startups et ils essayent eux-mêmes d'essayer de pousser les dynamiques. Voilà, je jette ça à votre évaluation, on pourra interagir dessus après. Alors, j'ai essayé de définir ce que ça pouvait être cet intermédiaire de confiance. Alors, je vous ai défini là, alors ce n'est pas moi en l'occurrence, puisque ça a été géré par une commission qui avait été mise en place par Marisol Touraine, qui avait été pilotée par un médecin qui s'appelle le docteur Thomas Lefebvre. Il avait essayé de définir comment on pourrait utiliser des big data de manière intelligente en santé. Le rapport n'est jamais sorti. Alors soit parce que le gouvernement a changé, soit parce que c'était un peu disruptif, mais les idées n'étaient pas complètement inintéressantes. Certains d'entre vous ont peut-être d'ailleurs été auditionnés dans cette commission, et moi j'étais curieux de savoir ce qui avait été dit. Et donc il y avait cette notion d'intermédiaire dans laquelle il a donné un certain nombre d'éléments. Alors, je vous laisse en prendre connaissance, je ne vais pas vous la lire, mais l'idée était que finalement, il ne faut pas réinventer l'eau chaude à chaque fois. C'est-à-dire que finalement, quand vous êtes une start-up, vous voulez intervenir dans la santé, il ne faut pas commencer à ce que vous mettiez à comprendre ce que c'est que le juridique et les sécurisations des données de santé, qu'est-ce que c'est que l'interopérabilité sémantique, comment est-ce qu'on peut arriver à mettre en place une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir vous brancher, comment vous accédez à des données pour pouvoir essayer de tester votre innovation. Parce que si vous commencez par là, dans 10 ans, soit vous êtes mort,
dans les 2 ans qui suivent, soit 10 ans, vous n'avez pas encore reçu suffisamment d'argent pour commencer à allumer l'électricité pour que le bunker puisse fonctionner. Donc l'idée était de dire il faudrait essayer de trouver une mécanique qui permette à ce nouvel acteur d'être le garant de cette sécurité, d'être garant de l'éthique, de l'ajout de ses compétences et de pouvoir les mettre à disposition de celui qui vient avec son innovation et de pouvoir l'articuler avec un acteur qui est plus un industriel, qui a des gros bras et qui a besoin de cette innovation, mais qui ne sait pas aujourd'hui soit la générer, soit aller la chercher, parce que finalement l'interaction ne se fait pas entre les deux. Alors, l'intermédiaire est un mot, bon, ça peut avoir une connotation économique derrière, parce qu'il y a des intermédiaires pour la vente de titres, de bons, mais la confiance, c'est le mot qu'il est. Je pense qu'il faut mettre de la confiance de façon à ce que les médecins puissent utiliser la technologie et que la technologie réponde aux enjeux des différents utilisateurs. On en rediscutera éventuellement plus tard si vous avez des questions sur le sujet et vous aurez les présentations. Je ne m'appuie pas sur l'intermédiaire de confiance. Alors, ça, c'est ma slide de conclusion. J'ai repris une citation que certains d'entre vous connaissent de Clark, qui dit que toute science suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Je me dis, je fais le rêve que lorsqu'on saura utiliser de manière intelligente, en respectant toutes les règles de sécurité, d'éthique, de technologie, l'intelligence artificielle, avec les big data comme on nous promet, on sera capable de faire quelque chose. Le médecin, parce que je pense que c'est lui qui va l'utiliser, le médecin ressemblera à nouveau à un marabout, à un magicien, et il soignera les gens de manière très étonnante, parce qu'il aura toute la puissance qui existe derrière à sa disposition pour vous soigner vous en tant qu'individu, vous en tant que personne, en respectant cette médecine personnalisée qu'on évoque. Et que pour ça, évidemment, il faut savoir utiliser et articuler avec le médecin au quotidien, de manière ergonomique et simple, le big data, et il vous empêchera de tomber malade. C'est-à-dire qu'il ne viendra pas vous soigner, il vous empêchera de tomber malade, parce qu'il vous dit, dans 10 ans, si vous continuez à faire que 5000 pas, ou si vous continuez à manger comme ça, là, vous allez devenir diabétique. Aujourd'hui, votre téléphone vous dira, faites 5 pas de plus. Parce que les 5 pas de plus, c'est ce qui va vous permettre de le faire. Et là, on a tous un rôle à jouer pour que ça puisse être intéressant. Nous, en tant qu'individus, mais nous, en tant que professionnels. Donc, cet écosystème, cette médecine numérique que j'appelle de mes voeux, voilà, elle vise, c'est pas, comme je l'ai dit, à mettre un téléphone entre le médecin et le patient. C'est vraiment hybrider des compétences médicales avec des compétences du numérique, des ingénieurs, de façon à ce que, peut-être on est en train de parler d'une nouvelle discipline, une nouvelle dimension dans la santé, où tous les acteurs, et pour répondre à la question de Camille Jean tout à l'heure, où même les assureurs, les mutuelles, auront une place, parce qu'elles auront un rôle à jouer, elles auront un intérêt à y être, et elles auront un intérêt à apporter de cette valeur aux médecins et aux patients. Alors évidemment, la notion économique, elle est incontournable, et comme je le dis, il ne faut pas vendre les données, ça c'est fini, c'est là où ce modèle-là, soit il est déjà pris par d'autres acteurs américains. L'idée, c'est plutôt de dire, responsabilisons un acteur dont l'obligation sera de valoriser la donnée, mais pas de la vendre. C'est-à-dire de vendre des services qui vont permettre de la valoriser dans toutes les formes pour transformer les données en connaissances. Après, évidemment, en tant que médecin, j'aimerais bien qu'on puisse utiliser les données, qu'on puisse utiliser l'intelligence artificielle et tous ces algorithmes, parce qu'algorithme, c'est un mot que vous avez déjà entendu, qui intègre de la générosité de l'humanité. Je pense que le médecin va rester au cœur du dispositif avec le patient. Je ne crois pas que si votre Minitel, aussi évolué soit-il, vous dit qu'il faut vous couper la main droite pour vous sauver, vous le croirez. Voilà. Mais si votre médecin vous dit qu'il va falloir vous faire opérer, lui, vous allez le croire. Et que ça ne va pas changer. Mais là, je prêche peut-être pour ma paroisse en tant que médecin. Laissons le médecin en lien avec le patient et laissons les outils à sa place. Quel que soit le Minitel le plus évolué, je ferai encore confiance. Faites confiance à votre médecin. Je vous remercie beaucoup. Alors j'avais peut-être 2 questions, une pour Christophe justement, Dr Richard. Dans le secteur de l'assurance, dans le milieu de l'assurance, on parle souvent de payeurs aveugles. Est-ce que cet intermédiaire de confiance dont on a déjà un petit peu échangé tous les deux, est-ce que vous pensez que ça peut devenir la solution à cette problématique dans le secteur de l'assurance, qui est qu'on ne sait pas quel est l'état de santé du patient et on ne fait que rembourser derrière l'assurance maladie? Alors, je pense que oui. Après, il faut trouver les cas d'usage, puisque je ne vais pas me dédire par rapport à ce que j'ai dit, mais il en existe certains. Un jour, on m'a posé la question suivante, c'est, voilà, moi, en tant que dans mon processus, je reçois des arrêts de travail que je dois prendre en charge et pour lesquels je
je dois payer. Sauf que ces arrêts de travail, j'ai aucun moyen de les anticiper. Je suis un payeur aveugle, je les reçois, je paye. Mon service médical est au courant, mais la seule chose qu'il fait, c'est qu'il me dit oui, il est bon, ou non, il est douteux. Mais mis à part ça, il ne se passe rien. Est-ce qu'il existerait un moyen, parce que moi je sais par contre avoir je peux profiler le profil type de l'individu qui va avoir des problématiques de dos ou de bras, enfin musculo-squelettiques, parce que il a un travail, une activité qui va le conduire à être malade, ou à des problématiques de dépression, sauf que je ne peux pas aller le chercher avant, au moment où je commence à avoir les signaux qui me disent, bah voilà, là, il s'est arrêté 2 jours, il a pris des antalgiques, il avait mal au dos, et puis après c'est 15 jours, et puis après c'est 3 semaines, et puis après il est pendant 2 ans, et les montants sont relativement importants. La notion d'intermédiaire de confiance, ça serait un peu basé sur ce que vous connaissez certainement, qui est l'éducation thérapeutique. Les grands méchants laboratoires pharmaceutiques peuvent payer la formation des diabétiques pour justement... Donc il existe des articulations qui permettent à ce que des grands satans, des assureurs, puissent intervenir de manière positive auprès des patients. Et bien, imaginons que cet intermédiaire de confiance puisse aller plus loin et être en capacité d'apporter de la prévention au moment où l'individu en a besoin. Et bien, pour mettre en place cette organisation, la notion d'intermédiaire de confiance, l'acteur intermédiaire de confiance serait là pour ça. C'est-à-dire qu'il serait la main droite et la main gauche de chaque côté. Il aurait la capacité d'apporter de la compétence pour identifier, segmenter, calculer, que sais-je, avoir un aspect médico-économique, mais il aurait la capacité de l'autre côté, parce qu'il apporterait la confiance, il apporterait les garanties nécessaires, d'être celui qui peut s'approcher du professionnel de santé pour agir au cœur du processus de soins, de façon à ce qu'on en arrive là et qu'on remonte sur l'échelle que j'ai montrée tout à l'heure. Bon, techniquement, c'est possible. Après, on en rejoint à ma question de volonté. Est-ce qu'il y a des gens ici qui seraient prêts à prendre le pari de mettre en place une organisation de ce type pour aboutir à ce type de résultat? La seule chose que je ne vous promettrai pas, c'est le retour sur investissement, si vous me dites au jour d'aujourd'hui. Mais pour le coup, on pourrait très bien là mettre en place des mécaniques dans lesquelles l'évaluation pourrait être faite en même temps, et qu'on pourrait très bien voir assez rapidement si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Il faut bien commencer. Mais essayons d'imaginer des nouvelles façons, des nouvelles approches qui puissent répondre à ce type d'enjeu. Merci. Alors, avant de laisser la parole à la salle et qu'on ait un temps d'échange, on a la chance d'avoir Manuel Gia de Centrale Santé, et vous avez diffusé un position paper en janvier 2018. Alors, je cite « Comment réussir ou transformer sa transformation digitale quand la complexité des métiers et des organisations fait de la résistance ?» Donc, on est bien dans la thématique et appliqué au secteur de la santé et de l'assurance. Je pense que c'est intéressant de vous entendre. Tout à fait, merci. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis co-président de Centrale Santé avec Michel Daigne. On a créé Centrale Santé en 1996 avec un principe très simple, c'est que la santé, c'est l'affaire des médecins, et qu'il fallait que les ingénieurs s'allient avec les médecins qui voulaient bouger. On a pris donc un groupe de médecins qui ont envie que ça bouge, et on a lancé Centrale Santé. Aujourd'hui, c'est 2500 membres, il n'y a que 30% de centraliens, et nous avons en fait l'ensemble des professions qui sont représentées et qui ont contribué. Ça crée un pôle d'enseignement à l'école, ça construit aussi des événements où nous avons démocratisé les choses pour casser un petit peu les pensées dominantes. Et je profite là que Gilles Lasserre, président des Sex Santé, est là, c'est que nous avons fait une alliance aussi stratégique avec les Sex Santé, où nous faisons maintenant des événements ensemble pour apporter justement toute cette dimension business. Et ce qui est intéressant, vous voyez, on a fait dernièrement, c'est la prévention et la médecine traditionnelle chinoise. Est-ce que l'Occident n'a pas tout compris? Vous voyez, on se pose des questions de ce type-là. Vous savez pourquoi la prévention ne marche pas en France? C'est tout simplement quand vous payez à l'acte quelqu'un, il ne va pas faire de la prévention. Vous avez un exemple qui est Alzira, qui est en Espagne, où finalement ils y sont arrivés parce que sur l'expérimentation qui existe maintenant depuis à peu près 10 ans, eh bien, les médecins sont payés per capita. Et donc là, naturellement, le système va essayer de s'améliorer. Donc je crois qu'il y a un problème, si vous voulez, qui est très simple. Et contrairement à ce qu'on dit souvent, que je suis un peu un pourfendeur, vous savez, des gens, je trouve que les présentations qui étaient là, ce sont les présentations, on peut dire, des nouvelles générations de gens qui sont métiers, qui ont de l'expérience, et pas du tout ces fous furieux, vous savez, du digital qui pensent que demain, ils vont révolutionner le monde. Ça ne veut pas dire que tout va fonctionner et tout. Alors, le point important, c'est est-ce que tout ça, ça sert à quelque chose? Est-ce que ça va aboutir? Alors, il y a quelques éléments qu'il faut que vous compreniez. Un, la science sur laquelle est construite tout ça ne tient pas la route.
il y a une telle mauvaise science que Stanford a créé l'Institut Matrix en 2014. Et le premier travail a montré que 85% de l'effort de recherche publié dans le monde était gaspillé pour de la fraude ou de l'exagération. Et le pire, ce sont bien sûr dans les maladies de société, le diabète, toutes ces choses-là, où vous avez tout et son contraire. Et sincèrement, construire une étude ou un suivi de patients sur ces éléments-là pose vraiment des problèmes parce que tout simplement, on n'a pas la compréhension de ce qui se passe. Le deuxième point, ça donne des conséquences. Je ne sais pas si vous savez, mais 95% des études cliniques échouent, en phase 3 bien sûr, pour tout ce qui est psychiatrie et cancérologie, 90% en moyenne, 100% en Alzheimer. Je devrais me dire en négatif parce qu'on devrait retirer les produits qui sont donnés aujourd'hui. Tout simplement parce que les concepts ne sont pas bons. Et donc, quand vous avez maintenant des gens qui produisent des données ou vous lancez des programmes de big data, sur quelle base ceci est produit? Et là, je vais vous donner deux points qui sont importants. Donc moi, je travaille beaucoup avec, du côté construction des modèles et tout. Les données de vraie vie que vous produisez pour la recherche biomédicale ne valent rien. Donc ce n'est même pas la peine de chercher à les proposer. Aujourd'hui, le discours est très clair, ça ne vaut rien. Pourquoi? C'est parce qu'elles ne sont pas contextualisées, reliées à des mécanismes et avec des baselines. Donc ça veut dire en gros, un battement cardiaque, s'il n'est pas contextualisé, n'a aucune valeur. Si vous lancez une étude vraie vie, que vous prenez les gènes, mais pas de bol, c'est le promoteur qu'il fallait prendre, eh bien votre étude ne vaut rien. Une étude sur la psychiatrie a dû être arrêtée parce que la cohorte avait été lancée avant qu'on se pose les questions. Je suis aussi le président d'AD Biotech et nous avons fait il y a à peu près 15 jours un énorme colloque sur l'épigénétique, ce qui explique pourquoi deux jumeaux n'ont pas les mêmes maladies. Eh bien, si vous faites des prélèvements génétiques sur une cohorte, mais que vous n'avez aucune idée de l'impact de l'environnement sur ces personnes et les modifications d'expression, eh bien, vous allez avoir quelque chose où vous allez créer alors des corrélations à la tonne, mais des relations de cause à effet, problème. Et on pourrait continuer comme ça très longtemps. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il reste à faire? On se tire une balle et puis on arrête. Eh bien non, parce qu'en fait, on vit une époque formidable. Vous connaissez les cycles de Kondratiev? Eh bien, nous sommes dans une phase de destruction du cycle de Kondratiev et le numérique est un accélérateur de cette destruction. Mais pour ceux qui vont penser autrement et qui vont sortir du cadre, le numérique va être un accélérateur du renouveau. Mais il y a une particularité, et ça rejoint un peu ce que j'ai fait. Le monde du digital, il faut savoir qu'une fois, j'ai découvert ce que j'ai fait central et je suis un data scientist. J'ai découvert que j'étais data scientist et que je faisais de l'intelligence artificielle. Donc ça m'a fait un choc quand même. Parce que moi, en fait, à l'époque, on m'appelait, j'étais un informaticien qui faisait de la recherche opérationnelle et puis des analyses statistiques, si vous voulez. Et donc, en fait, le problème, c'est que vous avez un monde qui s'est construit sur un monde compliqué. L'Internet, c'est compliqué. Les gens, pour l'instant, ne demandent pas trop. Vous générez des corrélations, vous faites de la publicité, puis si vous plantez, ce n'est pas trop grave. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé ces acteurs, qui sont des vendeurs de pioches, donc vous savez, la ruée vers l'or, vous savez, en Californie, a fait fortune aux vendeurs de pioches, pas les chercheurs d'or. Et donc, il faut bien prendre en compte, Google n'est pas là pour vous aider, Google est là pour que vous ayez plein de data pour faire des analyses et les vendre. Que ce soit juste ou pas, ce n'est pas son problème. Que ça serve à soigner des gens, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est vendre des données que vous allez utiliser. Et donc, quand vous réfléchissez là-dessus, vous savez, Qualcomm, qui est un gros acteur des données, il y a 1 an et demi, au conseil d'administration, ils ont dit, bon, il y en a marre des big data, il faut savoir qu'aujourd'hui, big data santé aux États-Unis, c'est un gros mot. Et quand vous connaissez l'IA, est-ce que vous savez ce qu'a dit le patron de Facebook IA, Yann Lequin? Il a expliqué que les intelligences artificielles n'avaient pas plus de sens commun que des rats. Et que l'intelligence artificielle forte qu'on vous promet n'existera jamais. Parce que tout simplement, le théorème de Gödel explique, donc c'est connu, que l'on ne peut pas expliquer un système si on n'est pas en dehors de ce système. Donc nous attendons bien sûr l'arrivée des extraterrestres qui pourront effectivement comprendre l'intelligence humaine. Donc je crois qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que beaucoup de mensonges sont donnés. Vous savez qu'on est sur une société construite sur le mensonge et qui a des velléités de transparence. Le problème, c'est quand le mensonge sur un secteur est devenu tellement important qu'on ne sait même plus ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Moi, je suis un ancien de l'industrie pharmaceutique. Je peux vous dire que le problème dans l'industrie, c'est qu'on a tellement raconté l'histoire, on ne sait plus ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai.
que les scientifiques, pour avoir des contrats, sont dans la pensée dominante. Vous savez qu'on voit comment, enfin, A-bêta-étau, c'est les conséquences non spécifiques et pas la cause de la maladie d'Alzheimer. Il serait temps. Ça se sait depuis 2004. Donc, le point maintenant, qu'est-ce qui est intéressant? En fait, c'est tout simplement que la révolution digitale, qui fait peur à tout le monde, vous appelez ça maintenant la transformation digitale. Ça veut dire quoi? Bon, on va continuer à manger, à se déplacer, on va le faire autrement. En fait, c'est comme la révolution de l'électricité. Quand l'électricité est arrivée dans le siècle dernier, on a continué à faire des choses, mais on les a fait différemment. Et vous savez quelles sont les compétences clés pour cette transformation? Ben, c'est le métier. Et en fait, le travail qui a été fait sur ce position paper, mais suite en fait à une intervention devant 150 assureurs qui étaient paniqués, où on expliquait non, il y a quand même possibilité de faire quelque chose. C'est tout simplement que vous avez en fait dans tout secteur des activités qu'on appellera complexes, c'est-à-dire qui ne sont pas la somme des composants, et vous avez des activités de routine. Alors il vaut mieux pour vous que vous ayez des activités de complexes, hein, sinon vous êtes mort. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez spécialiser les métiers. Et en fait, les activités de routine, celles-ci peuvent être tout à fait transformées avec des algorithmes. Alors une précision quand même, vous savez que la transparence des logiciels va interdire l'utilisation du deep learning. Ah oui, parce que le deep learning a une particularité, c'est qu'on ne sait pas quelle est la sortie par rapport à l'entrée. Donc je ne comprends même pas, là j'étais intervenu à une conférence, que dans le rapport Villani, parce que j'ai eu le compte-rendu avant, on parle de deep learning sur des secteurs où les décisions sont critiques. On ne peut pas faire le lien. Donc ça veut dire qu'il faut trouver autre chose. Eh bien, quand vous discutez avec les médecins, donc ceux qui veulent bouger, hein, la FSM par exemple, avec Jean-Dominique de Corvin, eh bien, on va revenir aux bases. C'est que vous avez une pratique médicale que vous allez transformer en protocole, et ces protocoles en programme. Et vous allez former les médecins à faire ça. Vous êtes au courant que Watson Onco, c'est mal terminé. C'est Statius qui l'a sorti. En fait, ça ne fonctionne pas. Et IBM a dû s'excuser devant tout le monde. Pourquoi? Ben, c'est parce que quand ils ont fait ça, Watson, il faut savoir que c'est un logiciel qui transforme des questions naturelles en requêtes. Hein. Et après, on a mis plein de choses à côté. Le problème, c'est que la pratique médicale des médecins de l'univers, où il était testé, ah oui, j'ai un trou de mémoire. Pourtant, c'est pas Alzheimer. Dans l'hôpital où c'était fait, effectivement, c'était de très bons cancérologues. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont transposé ça ensuite dans d'autres hôpitaux en Europe. Les pratiques médicales sont différentes et tout. Et en fait, il fallait tout recommencer. Et en fait, ça ne fonctionnait pas. Donc, le point important, je crois, c'est qu'il faut à chaque fois comprendre quels sont les métiers. Et c'est là où j'ai vu justement les présentations, c'est que le métier, c'est en fait ce qui est le plus important. Vous allez le décrire. Et en fait, au lieu de faire une révolution digitale où vous allez faire peur à ces jeunes métiers et qui vont partir, en fait, la priorité de tout ça, c'est de les garder, de les reconnaître et de les valoriser. Et c'est eux qui vont maintenant vous aider à développer les algorithmes qui sont beaucoup plus simples, parce que ce sont des arbres de décision et de prise de décision. Un point très important dans les choses, c'est que vos individus qui sont complexes, il faut qu'ils aient une marge de manœuvre et déroger aux règles. Le problème, il est là. Un métier complexe, c'est quelque chose qui n'est pas prévisible, et donc vous ayez des gens qui ont une capacité à déroger aux règles. Et si vous avez ça, maintenant, vous allez pouvoir vous différencier par rapport aux digitaux qui arrivent. Par contre, si vous ne l'avez pas, vous serez balayé. Vous connaissez l'histoire des conseillers financiers qui remplissent des cases? Ben, ceux-là, vous allez pouvoir les remplacer. Par contre, si vous avez la capacité de construire des offres qui soient très adaptées et qui vous permettent de sortir du cadre, là maintenant, vous avez un métier que vous allez pouvoir développer et c'est là-dessus qu'il faut investir. Parce que les digitaux, ils ne savent pas le faire, ça. Ils n'y arriveront jamais. Donc, le point très important de tout ça, c'est qu'en fait, il y a une possibilité, qu'on n'est ni le plus gros, ni le plus rapide, c'est de faire autrement. Et je pense, si vous voulez, que cette révolution-là, ce changement, permet en fait à des acteurs qui sont intelligents et qui pensent autrement de réussir grâce au numérique, alors que sans le numérique, ils n'auraient jamais pu le faire. Donc, pour conclure et peut-être d'apporter des questions, si on commence à regarder les choses différemment et qu'on sort du cadre, en fait, c'est une période extraordinaire où il y a énormément d'opportunités. Et ce n'est pas ceux qui sont partis les premiers qui vont s'en sortir, c'est plutôt ceux qui vont réfléchir et qui vont y aller autrement.
Et le dernier point, ce position paper qui met en évidence beaucoup de choses, je vous invite à les journées des exemplaires. En fait, c'est très simple. C'est qu'aujourd'hui, c'est devenu une feuille de route d'un gros laboratoire pharmaceutique qui l'utilise et qui est en train de faire, je peux vous dire, une revue de toute sa stratégie digitale. Et quand vous utilisez ça et que vous regardez, je peux vous dire, vous faites d'énormes économies. Mais surtout, vous allez comprendre pourquoi les gens ne s'en servent pas et pourquoi il faut faire différemment. Donc, il y a une possibilité. Et je trouve les présentations qu'il y a eu, alors après, il faudra voir si ça fonctionne ou pas, parce qu'entre le discours et après, quand on regarde les usages, je peux vous dire que, ou alors la base installée, quand on présente la base installée, je demande non, les usages, et maintenant, il y a des outils pour savoir ce qui se passe. Et donc, le point qui est très important dans vos métiers, il faut revenir chez vous en disant, non, on peut faire autrement, il faut valoriser les métiers, il faut s'y mettre. Et là, je pense qu'il y a une opportunité, et ce qui n'était pas faisable avant devient faisable. Alors, pour terminer sur les réseaux, je rêve d'avoir un réseau de ce type-là. Le seul problème, c'est que les médecins voudraient bien en avoir un, mais qu'il ne soit pas sécurisé, parce qu'aujourd'hui, c'est le téléphone. Donc, en fait, vous connaissez tous le réseau de santé sociale? Non. En 1996, on a créé le réseau santé sociale, le RSS. Il était ultra sécurisé, il devait être, si vous voulez, le système extraordinaire. Conclusion, personne s'en sert et tout le monde est passé sur Internet. Et je pense que le problème aujourd'hui de ça, c'est que les gens, médecins ou pas, veulent les mêmes services quand ils sont sur Facebook que quand ils sont sur leur système. Donc, l'usage est très important et je pense que si on ne fait pas attention à ça, eh bien, on va tuer le système. Et aujourd'hui, alors pour les données de santé, pour savoir la santé, non. Il suffit d'avoir mes relevés bancaires et mes cartes de fidélité. C'est beaucoup plus fiable que les podomètres et les outils. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui veut savoir qui est malade ou qui fait quoi, on peut le faire et ce sont les données de transaction qui sont importantes. Pas les données de stock, mais de transaction. C'est ça la future révolution. Voilà, merci beaucoup.